Maintenant, on va passer à la présentation suivante. On a un duo de présentateurs. Il s'agit de Cédric Marceau de la CMM, Communauté métropolitaine de Montréal, accompagné de Nicolas Delfont, PDG fondateur de Anagraph. Et le titre de leur présentation est Observation territoriale dynamique de la Communauté métropolitaine de Montréal. Donc, à vous, Cédric et Nicolas. Euh, Dans le fond, ce qu'on veut faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous présenter l'outil de cartographie dynamique qu'on travaille là avec la plateforme GMAP et également la technologie d'Anagraph. Donc, il nous fait vraiment plaisir d'être là ce matin avec vous. On va certainement avoir une période de questions à la fin là, pour pouvoir échanger avec vous. Donc, il nous fera plaisir là, de répondre à vos questions. D'entrée de jeu, j'aimerais vraiment remercier mon partenaire de la présentation, Nicolas Delfont, qui est avec moi aujourd'hui pour faire la présentation de cette technologie-là. Donc, je vais partager mon écran, la présentation, et je vais commencer la présentation en tant que telle. Donc, l'objectif principal de la présentation qu'on vous fait aujourd'hui, c'est de vous informer que la CMM travaille présentement sur un outil dynamique temporel. Donc, on a deux objectifs à travers ça, c'est de créer un outil plus, que je dirais, plus dynamique pour recréer un peu la temporalité des éléments du développement qui a eu lieu dans le passé, dans le présent, puis de regarder si cette planification-là peut avoir du sens dans les années futures pour la région métropolitaine. Donc, on a des outils de timeline à développer. On souhaite mettre en place des indicateurs du développement de la région métropolitaine en temps réel. Donc, c'est pour ça qu'on s'est adjoint avec la plateforme GMAP et également toutes les technologies développées par Anagraph pour pouvoir réussir à atteindre notre objectif de développement dans les prochaines années. Donc, je vais passer rapidement pour ceux et celles là, qui ne connaissent pas un peu l'échelle dans laquelle on se situe. C'est une échelle métropolitaine. Donc, rapidement, la CMM, on est composé de 82 municipalités, 14 MRC. C'est environ la moitié de la population du Québec. Et deux particularités, c'est un territoire qui est à 58 composé de terres agricoles. Et c'est également la première région métropolitaine en surface aquatique, c'est-à-dire au niveau de son hydrographie. Donc, c'est un archipel. La CMM, on a différentes compétences. On met en place des plans de planification, mais on a également des programmes de financement. Le principal outil qui est utilisé pour monitorer le développement de la grande région métropolitaine est le PMAD. Il y en a d'autres là, que je vous mets à l'écran. Mais le principal est le plan métropolitain d'aménagement et de développement. À travers celui-ci, il y a des objectifs à atteindre pour le développement. Donc, je vais y aller rapidement et rondement sur les objectifs du PMAD. Donc, dans les 20 dernières années, depuis 2011, on fait du monitoring dans le développement de la région métropolitaine en ce qui concerne notamment les milieux de vie durable, la mobilité durable et on a également des objectifs de protection, de mise en valeur des milieux naturels. Donc, vous voyez ici le portrait des indices, des indicateurs qu'on met. Donc, c'est des cibles qu'on doit atteindre. Donc, vous voyez là les résultats, où est-ce qu'on en est présentement par rapport à ces cibles-là. Comme par exemple, on est à 25 des cibles pour la mobilité durable. Donc, tous ces éléments-là sont monitorés, donc surveillés et analysés par des spécialistes dans le bureau de la CMM. Notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que ces personnes-là, ces collègues de travail-là, ces experts, puissent avoir accès à un outil performant. La différence, c'est, oui, on peut utiliser la géomatique, mais le petit plus qu'on aimerait avoir, c'est la rapidité d'exécution des analyses. Donc, on a une équipe de géomatique qui est derrière ça, qui essaie de bâtir la base pour pouvoir avoir les performances avec les outils géomatiques, là, notamment avec GMAP et l'outil que Anagraph va vous présenter tout à l'heure.
Donc, on a différents enjeux. Vous comprendrez que à l'échelle métropolitaine, on a une grande superficie. Donc, au niveau géomatique, là, il y a différents enjeux qui nous donnent différents défis. Donc, on a un grand volume d'informations géographiques à traiter. Euh, les traitements, ben, sont faits à très haute résolution. On peut penser aux orthophotos, également au dernier LIDAR 10 points au mètre carré. Donc, quand on fait des analyses sur une très grande superficie, ça demande énormément de pouvoir et de jus. On a également, ben, vous comprendrez qu'on essaie de viser les analyses les plus fines possibles. Donc, sur un vaste territoire, ça demande ça amène un certain défi. Et pour réussir tout ça, ben, on n'est pas une très grande équipe, là, donc ça nous demande là, de diversifier toute l'expertise des analystes en géomatique à la CMM. Donc, rapidement, il y a quatre activités distinctes là, sur lesquelles on se base à la CMM pour offrir les produits géomatiques. Donc, premièrement, ben, vous comprendrez qu'on fait de la collecte d'informations, de l'acquisition de la production, notamment là, les orthophotographies à tous les années. Dernièrement, là, des relevés LIDAR. On fait du traitement de l'analyse, on a de la diffusion. Le moteur de diffusion qu'on aime, qu'on souhaite là, optimiser, c'est l'Observatoire du Grand Montréal. L'Observatoire du Grand Montréal est vraiment le principe d'analyse statistique sur le territoire de la métropole. Donc, notre objectif est vraiment de pousser l'Observatoire avec des meilleures technologies possibles pour pouvoir faire les analyses géomatiques le plus rapidement possible et de sortir ces informations-là de manière plus dynamique. Donc, aussi, on fait des produits cartographiques. Donc, tout ça ne serait pas possible si on n'était pas coordonné et bien structuré derrière tout ça. On a 1000 tables d'informations, on a 120 millions d'enregistrements à coordonner. Donc, il y a différents utilisateurs à la CMM dont nous permet, là, avec les outils comme GMAP et Anagraph, ben, ça nous permet d'avoir une certaine flexibilité et de déterminer les types d'outils qu'on met à la disposition des différents professionnels et élus à la CMM. Donc, pour nous, là, les élus, là, ceux qui consultent, tous ceux qui consultent là, utilisent la cartographie web sur GMAP. Et tout ce qui est plus de l'expertise, ben, on utilise QGIS et on a là, certains éléments de base de données qu'on vous mentionne ici-bas. Je vais faire rapidement le portrait de la situation. L'état actuel, comment on fonctionne à la CMM? Bien, on fait des portraits des 82 municipalités. Donc, on regarde les statistiques, on regarde leur développement, puis on essaie d'analyser comment ça se passe sur chacun des territoires des 82 municipalités pour ensuite ramener ça dans une globalité, puis regarder, puis faire des analyses pour atteindre nos objectifs qu'on s'est donnés dans le PMAD. Donc, j'ai pris l'exemple de la ville de Candiac ici pour vous démontrer un peu les produits qu'on réalise. Donc, ce sont des feuillets qu'on produit manuellement. Donc, on a différentes thématiques, comme par ici, en utilisation du sol. On a des tableaux de bord qu'on produit manuellement et qu'on met à côté des produits cartographiques pour pouvoir situer l'élément qu'on analyse. On fait des transferts de tableaux de bord, on reproduit ces éléments-là manuellement dans des tableaux de bord, puis on produit les feuillets en conséquence. Donc, différentes autres thématiques. L'idée, c'est que ces éléments-là, dans l'outil, ben oui, les géomaticiens sont capables de faire des analyses spatiales, etc., de superposer les couches, mais quand on regarde les directeurs, les services, les différents professionnels, que ce soit les élus, ben, eux ne peuvent pas là, réaliser ce genre d'analyse-là. Donc, c'est vers ça qu'on tend d'aller là, pour pouvoir pousser l'analyse à une hauteur de réflexion là, au niveau de la prise de décision là, quand on parle de nos consultations, de notre conseil, de nos élus. Donc, je passe rapidement à certains portraits territoriaux qui sont dans l'Observatoire. Par exemple, ici, on a la répartition des immeubles résidentiels. Ensuite, bon, d'autres données de Statistique Canada qu'on représente dans un tableau de bord manuellement. Ici, on a la concentration des destinations des déplacements. Donc, chacune des municipalités dans la CMM est monitorée et ensuite remis dans un groupement pour qu'on puisse voir l'ensemble de l'échelle métropolitaine.
Donc, c'est l'objectif là, des derniers 3 développements qu'on a eus avec l'équipe de Jacques chez K2 et également de Nicolas Delfont chez Anagraph. Donc, il me fait plaisir de passer la parole à mon partenaire de la présentation d'aujourd'hui pour qu'il puisse vous faire la démonstration de certains résultats de nos développements dernièrement. Merci, Nicolas. Merci Cédric. Déjà, merci aussi à l'équipe de K2 de nous permettre de présenter ce projet-là. C'est vraiment super apprécié parce que c'est un projet qui est en cours. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est ce qui est en date d'hier. Puis, le projet est en train d'avancer. Puis, c'est aussi super apprécié de la part de la CMM de vouloir aussi démontrer ce qu'on est en train de faire en termes d'innovation en temps réel. Donc, Anagraph, c'est une entreprise fondée en 2015. On est 10 personnes aujourd'hui à travailler dans l'entreprise et notre mission, c'est d'être à l'avant-plan de l'intelligence géospatiale. Donc, le terme anglophone est Location Intelligence, puis donc en français, on parle d'intelligence géospatiale, d'intelligence géographique. Pour nous, c'est la suite logique de la géomatique, la suite logique du GIS, où le GIS permet de collecter, de traiter, de diffuser de l'information géospatiale. Mais quand vient le temps de les mettre dans les mains d'experts, de directeurs, comme le mentionnait Cédric, il y a une étape supplémentaire à faire. Puis donc, nous, on se situe là dans la chaîne de valeur de la donnée géographique. On n'est pas du tout dans la collecte de données, on est dans le traitement, on est surtout, une fois que les géomaticiens ont processé le data et l'ont mis à disposition dans un serveur comme JMapAdmin, nous, on vient le valoriser puis le mettre dans les mains, dans des interfaces utilisateurs le plus fun possible pour qu'ils soient capables de prendre de bonnes décisions. Fait que Cédric, je vais te demander de prendre la prochaine diapo. Donc, nous, on se situe finalement dans l'intelligence géographique comme un accélérateur d'innovation géospatiale, puis à la rencontre de 3 grands domaines, donc le GIS, qu'on connaît, le système d'information géographique, le BI, qui est donc l'informatique décisionnelle ou l'intelligence d'affaires, qui va permettre de créer des tableaux de bord. Puis dans le BI, il y a souvent une composante géospatiale qui vient là-dedans, mais les outils de BI ne sont pas assez performants pour faire du géospatial, tout comme les outils de GIS sont pas assez performants pour faire de l'analyse juste attributaire. Puis surtout le UX, donc c'est l'expérience utilisateur. Puis c'est en croisant ces 3 expertises-là, ces 3 domaines, donc le GIS, le BI puis le UX, qu'on va être capable de créer des interfaces qui ont beaucoup d'allure et qui vont mettre en valeur les informations géographiques. Donc nous, on se situe là-dedans, on va mettre en valeur des données géospatiales, on va aider nos clients dans la mise en place d'infrastructures de données géospatiales, dans l'analyse de données, puis le plus souvent possible dans l'info nuagique, d'utiliser les Cloud Functions, par exemple, pour faire des ETL en ligne. Puis mettre la pointe de l'iceberg, c'est de créer des outils de visualisation qui se basent sur des outils d'analyse en temps réel, ce qu'on va voir tantôt. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, notre équipe, elle est composée à la base de géographes, de géomaticiens, de scientifiques de données, de développeurs. Puis, on a tous des doubles chapeaux. Donc, par exemple, je suis géographe et informaticien. Puis on a tous des doubles chapeaux comme ça dans l'équipe. Puis, c'est la combinaison de toutes ces expériences, de toutes ces expertises-là qui va nous permettre d'arriver à créer les interfaces qui vont avoir le plus de sens possible. Je te laisse aller. Voici le genre d'application. Donc, encore une fois, c'est un peu la pointe de l'iceberg. Donc, on travaille en 2D, on travaille en 3D. Puis, nous, on se base uniquement, la plupart du temps, sur le format des tuiles vectorielles. Donc, Jean-Robert l'a mentionné tout à l'heure. La création de ce nouveau standard, de ce nouveau format qui a été initié et puis c'est ça, démocratisé par Mapbox dans les dernières années, nous permet de créer des interfaces hautement performantes puis hautement interactives. Donc, par exemple, en haut à gauche, c'est une carte du panier bleu qui n'est pas animée à l'écran, mais par exemple, on est capable de propulser toutes les données du panier bleu. Ce n'est pas un gros volume de données, mais c'est 20 000 commerces aujourd'hui. Puis si on va dans l'interface du panier bleu, on est capable de rapidement trouver des commerces ou des produits en utilisant l'étude vectorielle pour afficher des cartes. En bas à gauche, on affiche 30 millions de Canadiens et la couleur, c'est la langue maternelle de ces personnes-là. Donc, on est capable de mapper jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'éléments sur une carte, puis on est capable de faire du 2D, du 3D assez facilement dans des interfaces intéressantes. Je vais te laisser passer à la prochaine slide. Donc, on travaille avec K2 depuis plusieurs mois maintenant en partenariat pour être capable donc une fois que les données d'un client, d'un utilisateur sont stockées dans JMapAdmin, que ça passe dans JMapWeb, que ça passe dans JMapNG
ou que ça passe dans des applications tierces. Donc, nous, en tant que développeurs, une fois que les données sont rendues disponibles dans JMap Admin sous la forme de tuiles vectorielles, ben, la magie, elle peut opérer. C'est-à-dire qu'on est capable de simplement récupérer ce service web, comme on était capable dans le temps de le faire avec des WMTS, mais là, en utilisant des services web sous format MVT, donc des vector tiles, on est capable de créer des applications sur mesure avec le design, avec les indicateurs de performance, avec les graphiques qui sont nécessaires pour le client. Donc, JMapNG, c'est super pour pouvoir partager des cartes interactives puis des cartes en ligne. Mais si on veut rajouter des modules de BI, de faire des tableaux de bord autour de JMapNG, on va être capable de le faire grâce aux API que JMap met à disposition. Puis, donc, on va être capable de créer des applications sur mesure en connectant plusieurs flux de données. Donc, JMap Admin va être capable de se connecter à un ensemble de bases de données en silo dans des organisations, mais en développant une application sur mesure par-dessus, on va être capable d'intégrer des nouvelles sources de données qui ne sont pas forcément dans JMap. Donc, dans le cas de la CMM, il y a des données qui sont stockées sur JMap Admin pour la CMM, puis on va avoir des données qui vont être stockées sur nos serveurs chez Anagraph, par exemple, pour diffuser les données de Statistique Canada. Et puis, on va pouvoir croiser ces deux informations-là ensemble. Fait que, prochaine slide, on va maintenant vous démontrer quel est à quoi ressemble finalement cet observatoire dynamique territorial. On a préparé une vidéo, donc je pense que la régie va être capable de le lancer. Je pense que je vais arrêter le partage, Nicolas. Ce ne sera pas OK. long. Parfait. Donc, ce qu'on voit en premier lieu, c'est l'utilisation du sol. Donc, à gauche, on a un panneau qui va nous permettre de naviguer dans les données, puis au centre, on a la carte. Donc, ce qu'on voit, c'est déjà 250 000 polygones d'utilisation du sol, puis qui vont être colorisés par leur type. Donc, on a des résidentiels, on a des espaces verts, on a des zones agricoles, etc. Donc, l'interface va déjà nous permettre, à gauche, de pouvoir filtrer dans les données. Puis, il y a un pourcentage qui vient s'afficher en temps réel. Ce pourcentage, dès qu'on va déplacer la carte, dès qu'on va zoomer in, dès qu'on va zoomer out, il va calculer à la volée la superficie de chacune des catégories. Donc là, à l'écran, on va voir qu'ici, par exemple, on voit 60% de superficie résidentielle versus 10% d'espace vert. Et donc, c'est la beauté d'études vectorielles, c'est qu'on est capable d'afficher rapidement de l'information, mais on est aussi capable de calculer hyper rapidement toutes les informations qui sont enregistrées et diffusées dans l'étude vectorielle. Donc, on peut voir l'ensemble de la CMM. On peut aussi filtrer par municipalité ou par secteur de la CMM, ce qui va nous faire zoomer automatiquement sur ces secteurs-là. Puis, les histogrammes sont calculés à la volée. Il y a aussi des densités résidentielles qui sont calculées. Là, on a mis en place une mécanique de story map, c'est-à-dire que par un scroll vertical, on va être capable de changer les layers. Là, ce qu'on voit, c'est des données démographiques. Donc là, on va consulter des données qui sont sur un autre serveur, qui sont les données de Statistique Canada, puis on voit afficher à l'écran la densité de population à l'échelle des aires de diffusion, puis dans les histogrammes, on voit l'évolution des classes d'âge. Donc, on voit combien il y a de personnes qui vivent là, 45 000 personnes ici, c'est combien la densité de population, donc ici, c'est 4 millions de population, etc., etc. On peut continuer à scroller, puis à naviguer dans les interfaces, puis ici, on voit une interface de transport. Puis on vient calculer un taux de motorisation, c'est-à-dire qu'on vient se connecter à une nouvelle source de données qui est l'enquête origine-destination, qui va nous permettre de savoir combien il y a de véhicules par ménage. Donc à Montréal, ça va être 0,7 véhicules par ménage, puis en banlieue, ça va être plutôt 1 à 2 véhicules par ménage. Et la dernière fonction, c'est qu'on peut aussi sélectionner une seule entité, une petite entité. On n'est pas obligé d'aller regarder toute la CMM ou de sélectionner une ville, mais on peut faire des analyses très ciblées. Comme par exemple, je vais analyser un TOD et savoir qu'est-ce qui se passe autour de ce TOD-là. Donc, je peux dessiner un cercle de la taille que je veux, de 500 mètres à 3 km, par exemple. Puis, je vais pouvoir, encore une fois, scroller dans les différentes couches, puis tous les indicateurs vont venir se calculer à la volée de manière interactive. Donc là, on va pouvoir renaviguer dans l'utilisation du sol, puis regarder les pourcentages de superficie, calculer les densités résidentielles brutes et nettes, regarder ce qu'il y a en niveau démographique, regarder ce qui se passe dans les transports, le taux de motorisation, etc., etc. Donc, on est capable vraiment d'affiner l'étude d'analyse et de permettre aux experts, aux professionnels, de pouvoir, en temps réel, pouvoir analyser des territoires sans forcément aller à la pêche aux données, aller chercher dans les silos, mais par une interface très, très simple, pouvoir analyser les territoires qui les concernent.
Puis donc, ce que vous avez vu, c'est l'application qui est en cours. Là, il nous reste à intégrer encore des nouvelles sources de données. Pour l'instant, on a des thématiques sur l'utilisation du sol en 2018, sur la démographie de 2016 avec les classes d'âge, mais les données sont rendues disponibles. Il suffit maintenant de les intégrer, puis de définir quels sont les indicateurs, quels sont les widgets qu'on va pouvoir intégrer au tableau de bord et de pouvoir les rendre disponibles aux utilisateurs de la CMM. Puis donc, aujourd'hui, avec cette étude vectorielle, n'importe quel utilisateur de GMAP pourrait avoir à sa disposition des tableaux de bord comme ça, des observatoires dynamiques, parce que la technologie aujourd'hui le permet. Les navigateurs web permettent d'avoir cette fluidité-là, puis cette interactivité-là. Et puis, la cerise sur le sundae, c'est qu'on a développé cette interface de scrolling vertical parce que ça fonctionne sur des tablettes. Donc, on peut très bien imaginer un décideur qui a sa tablette sur son iPad, puis qui est habitué à scroller sur des interfaces web, puis va pouvoir naviguer dans l'interface, puis pouvoir mieux comprendre son territoire en étant soit devant un ordinateur, soit devant une tablette, par exemple. Fait que ça fait le tour pour le démo. Cédric, je vais te laisser un petit peu nous dire comment vous utilisez ça à l'interne, puis comment vous voyez un peu le futur avec ça. Merci, Nicolas, super intéressant. Oui, pour nous, là, il est extrêmement important de se doter d'outils analytiques de performance. Les enjeux, je vous les ai énumérés tout à l'heure. Donc, le vaste territoire nous impose là, à faire à la fois des analyses macro, mais également des analyses micro, ce qui nous apporte différents enjeux technologiques, etc. Le but, l'objectif principal de tout ça, c'est vraiment de permettre là, à notre organisation d'avoir comment on peut dire, une expérience utilisateur et dans une facilité d'analyse rapidement. Donc, de ne pas attendre des mois et des mois avant de faire des analyses croisées sur certains phénomènes qui se produisent sur la région métropolitaine. Je prends par exemple le COVID qui est arrivé. Bien, on prend certaines données, certaines informations, mais il serait intéressant là, comme l'expression que l'a dit Nicolas, qu'à la volée, on puisse construire ces éléments-là rapidement puis mettre à la disposition de nos décideurs certains éléments. Le timeline est vraiment un outil qu'on désire là, mettre de l'avant rapidement. C'est vraiment une analyse du territoire dans le passé, d'arriver à comprendre pourquoi on arrive à tel phénomène sur notre région. Je pense par exemple également au développement des tas, de voir la densité, le développement de la densité et de faire en sorte de faire des connexions avec les différents outils de mobilité. Je pense par exemple aux autobus, aux métros, etc. Donc, il est important pour nous de faire en sorte que cette rapidité d'exécution, d'analyse soit là. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus effectifs par rapport à l'actualité et d'être plus agile dans nos analyses. Donc, c'est un peu l'objectif qu'on s'est donné. L'Observatoire du Grand Montréal est vraiment le point central de l'outil. Là, présentement, on a travaillé plus sur le volet transport, aménagement. Donc, on se dirige là dans les prochaines années à optimiser et doter l'Observatoire d'un outil très performant qui va nous permettre là, de diffuser les réponses aux citoyens, mais également des réponses d'analyse là qui vont nous arriver à arrimer toute notre planification vers des objectifs d'indicateurs et de réaliser ce qu'on veut dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Voilà. Oui, puis je vais faire un peu du pouce là-dessus. Je pense qu'on a des belles boîtes rouges sur nos faces, hein, Cédric? Je sais pas si oui, tu les je vois pense que oui. Ça arrive. Ce qui a été le fun aussi de travailler avec ce projet-là, c'est le volet itératif dans le développement. C'est qu'avant qu'il y ait une ligne de code qui soit faite, ça a été beaucoup d'échanges avec les utilisateurs finaux. Puis je pense que le succès vient de là aussi, de pouvoir parler avec les experts, les professionnels, les directeurs qui vont utiliser l'outil, de parler avec les personnes de la géomatique qui produisent les données, de parler aussi avec les gens de K2 pour pouvoir créer d'abord des maquettes fonctionnelles. Puis c'est une fois qu'il y a eu plusieurs itérations sur quels sont les indicateurs qui doivent être mis, quelles sont les couches qu'on doit voir, quels sont les calculs qu'on doit faire. Une fois qu'on s'est entendu là-dessus, qu'on est capable ensuite de développer des applications. Puis ça a été fait assez rapidement, c'est-à-dire je dirais
en quelques semaines, on a été capable de faire des premières versions, puis d'itérer sur ces premières versions-là assez rapidement. Fait que ça a été un bon travail d'équipe, je dirais, de collaboration. Bon, bonjour Cédric et Nicolas, c'est Luc. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour Luc. Donc, Oui. désolé pour le petit problème technique, vos beaux visages sont cachés, puis symboliquement, pouvez-vous faire un déplacement de 3 pouces, point 47 à gauche ou à droite pour tout de même vous voir un peu? On est désolé pour la ligne rouge. C'est correct. Il n'y a aucun problème. La régie travaille pour faire déplacer ça. Je vous ai coupé la parole, mais c'était surtout pour qu'on vous remette. On vous voit droit dans les yeux. Est-ce que ça conclut votre présentation? On peut passer aux questions? Oui, s'il vous plaît. Oui, parfait. Cédric, moi j'ai une question pour toi. À combien tu évalues le nombre d'utilisateurs qui va bénéficier de cette application-là et qui va, entre guillemets, jouer dedans? Deux sortes d'utilisateurs, Luc. Il y aura certainement là, les 80. On vise vraiment les 80 employés de la CMM dans un premier temps à l'interne, de manière à optimiser tous les rapports d'analyse qu'on peut faire. Suite à cela, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie d'intégrer cet outil-là. On va travailler très fort dans les prochains mois pour intégrer cette technologie-là à l'Observatoire du Grand Montréal. Donc, à ce moment-là, ce sera le grand public qui aura accès à cet outil-là. Donc, présentement, ben, il y a beaucoup d'universitaires qui utilisent les informations statistiques déployées dans l'Observatoire du Grand Montréal. Donc, on vise naturellement à consolider tout ça, mais également de pousser l'information à ce que on peut penser à ce que les municipalités, les professionnels des municipalités puissent avoir accès à cette information-là. Il s'agit maintenant, un des grands objectifs qu'on se donne, c'est de pousser les informations au pixel. Donc, de faire des analyses au pixel parce qu'on essaie d'arriver le plus possible à une analyse extrêmement fine du territoire métropolitain. Donc, ça pourrait nous amener là, vers d'autres avenues très intéressantes dans le futur. Là. Donc, c'est l'objectif qu'on se donne. Je ne peux pas donner le nombre total d'utilisateurs, mais ce sera, on peut en compter par centaines, certainement. C'est bien, tu l'as mentionné un peu au passage, je pensais aux municipalités. Ma question derrière la tête, j'avais beaucoup à savoir comment les municipalités ou développement économique ou autre pouvaient profiter peut-être de ça. Ben, en fait, on travaille avec, notamment avec Montréal International. On a beaucoup d'enjeux par rapport au développement économique sur notre territoire. On a également des enjeux de développement de la trame verte et bleue, tout ce qui est milieu naturel. Donc, ce seront certainement des outils qui seront utilisés pour aider à planifier le territoire dans ce sens-là. C'est ce qu'on désire le plus possible là, de mettre en place. C'est vraiment un outil dynamique qui nous, on va pousser l'information. Donc, on veut tendre vers le temps réel, c'est-à-dire quand il y a un développement, ben, notre équipe va faire en sorte de mettre en place l'information, le pousser dans l'outil développé par Anagraph et GMAP, de manière à ce qu'on ait en temps réel des indicateurs. Je prends par exemple, quand on aura des demandes d'exclusion en zone agricole, ben, il y aura un indicateur, par exemple une flèche qui va pousser vers le bas parce qu'il y a une terre agricole là, qui a une demande d'exclusion pour du développement domiciliaire, par exemple, ou du développement industriel. Donc, on va mettre en place des indicateurs en temps réel qui vont nous permettre de suivre le développement de la région métropolitaine. Tu as utilisé le mot tout à l'heure, pixel, pour parler de plus grande précision. Qu'est-ce qui te permettrait d'avoir une plus grande précision? Est-ce que tu pourrais amener jusqu'à de l'imagerie ou de la télédétection? Qu'est-ce que tu voulais dire? En fait, je peux parler des produits LIDAR. Donc, on s'est doté d'un produit de très haute performance, de très haute qualité, d'un niveau de 10 points au mètre carré. Donc, on a un scan du territoire métropolitain qui a été fait en 2018. On en a d'autres qui sont présentement en cours de réalisation, par exemple, pour toute la question des inondations. Donc, l'idée, c'est de vraiment pousser nos analyses vers le pixel de manière à automatiser certains scans sur le territoire. Je prends par exemple la construction des bâtiments, la détection des bâtiments automatiques, la détection de la canopée automatiquement.
Ce sont tous des trucs là, qu'on vise comme objectif et que l'outil va nous permettre, là, suite à toutes ces analyses fines-là, de le pousser, de le diffuser de manière rapide. Là. Excellent. Si je peux me permettre de rajouter un morceau là-dessus, c'est qu'il y avait une barrière technologique avant qui nous limitait à afficher un gros volume d'informations ou à faire des analyses à la volée sur des échelles très très fines parce qu'il y a beaucoup de vertex ou il y a beaucoup de polygones, donc ça faisait qu'on n'était pas capable de le rendre disponible dans une interface web de manière assez fluide. Avec le développement des dernières années, grâce au WebGL par exemple, au HTML5, on est capable de faire des jeux vidéo en ligne en 3D maintenant. Donc on va être capable d'y aller de manière très très fine. Puis là, aujourd'hui, on a les polygones d'utilisation du sol. C'est un petit peu plus gros que le cadastre, qu'un lot cadastral. On a les aires de diffusion de StatScan. On peut aller aux îlots de diffusion. Donc, on va être capable d'y aller de manière de plus en plus fine parce que même les bases de données, comme on parlait de Mongo ou PostgreSQL, vont être capables de supporter et de diffuser d'une manière très, très fluide l'information du serveur vers le client. Donc, on n'a plus cette barrière techno-là. Puis pour le raster, ben, en fait, ces technos-là, donc Mapbox GLJS par exemple, qui est le client qui dessine les cartes, est capable aussi bien de faire du vecteur que du raster et d'avoir une fluidité aussi dans l'affichage des images sans les tuiler et des gros process de tuilage en amont. Et puis pour le 3D, le LIDAR, ça va s'en venir. La techno avance très vite, puis on a déjà des extrusions possibles, mais c'est clair que les nuages de points, puis les formats style CityGML vont arriver assez rapidement. Là. Puis, Cédric, à voir tout ça, je sais qu'il y a des travaux, puis des budgets, puis beaucoup d'efforts autour des zones inondables, justement avec le 3D et tout ça. Est-ce que tu vois une jonction, une fusion entre les applications, les données et les besoins? Oui, Luc, en effet. Dans le fond, nous, la première, on a fait le relevé LIDAR justement pour les produits les produits cartographiques de très grande précision pour la cartographie des zones inondables de manière à comprendre le comportement des cours d'eau et de le représenter fidèlement lorsqu'il y a des épisodes d'inondation. La deuxième phase à la CMM sera de faire de la caractérisation du territoire, donc d'aller voir les différentes vulnérabilités. Est-ce qu'il y a des hôpitaux? Quels sont les types d'usages qu'on a en zone inondable? Et de déterminer les niveaux de risque en rapport non seulement à l'aléa inondation et les probabilités d'être inondé, mais également de comprendre quelles sont les vulnérabilités du territoire. Donc, est-ce que c'est un quartier où les gens sont âgés? Est-ce qu'il y a des ouvrages de protection en place qui peuvent leur permettre d'être protégés? Donc, de déterminer différents niveaux de risque en zone inondable parce que le gouvernement est en train de pencher sur une approche par le risque. Donc, de déterminer différents niveaux de risque en zone inondable. Donc, on travaille là-dessus là, avec le gouvernement et certainement que les outils qu'on est en train de développer pourront vraiment faciliter des analyses et de mettre en place des plans d'intervention d'urgence de plus grande qualité pour les différentes municipalités du territoire. Excellent. Nicolas, oralement, tu as bien dit que la combinaison anagraphe était avec JMap Admin. Tu l'as bien dit, mais sur l'écran, c'était écrit JMap Web. C'est juste que les gens de K2 voulaient vous apporter la précision que c'était bel et bien JMap Admin avec aussi une combine de JMap NJ. Absolument. Donc, excellent. Nicolas, tu l'avais dit oralement. Ici, merci beaucoup, messieurs. Très intéressant. Puis désolé pour les étiquettes de Noël. Je ne sais pas ce qui défile devant vous, là, mais ça sent le temps des fêtes. Pas de problème. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci.